Puis vint le jour où la Terre agonisa, car les planètes meurent aussi. Autour d'elle rampait un reste fantomatique d'atmosphère, et son corps était si rongé par la rouille et les vomissures de fumée que les plaines qui s'étendaient au loin avaient pris une teinte d'un rouge écœurant, sur laquelle aucune tache de vert n'était visible, ou que l'on regarde d'un pôle à l'autre. Elle était aussi rouge que Mars. Morte, ou peu s'en fallait, dans l'effondrement de ces cités brisées, peuplées de lézards et de vents. Et les astropores qui avaient généré les empires de l'espace étaient maintenant calcinés et semblaient des ombres sur le sein de leur mère la Terre. Ainsi pensait Lars le Ranger, assis devant une fenêtre de la salle du Grand Conseil, alors que, du haut de ce promontoire, il regardait le monde et les plaines rougies. Il se faisait vieux lui aussi. Au temps où il était jeune et fort, il avait voyagé loin, au long d'itinéraires dangereux pour ramener le trésor. Et maintenant, il ne voyageait plus. La science avait prolongé les battements de son cœur d'1 millier d'années. Mais aujourd'hui, il était vieux, courbattu, et il faisait froid dans la salle du conseil. Derrière lui, il entendait des voix étouffées. Leur écho était étrange dans cette tombe qui répercutait les sons. Il y avait là des sièges pour tous les membres du conseil des 600 systèmes. Mais les sièges étaient vides et leur métal renvoyait le gémissement ténu des assistants qui les appelaient tous, dans l'ordre, qui lisaient des noms qui n'existaient plus depuis 700 ans, très formellement, avec précision, en notant qu'ils n'étaient pas présents. Mankin, le grand président des systèmes confédérés, était là, vieux et voûté, assis sur son estrade, parcourant ses fonctionnaires du regard, en écoutant ce rite, usé jusqu'à la corde. Capella, Silence. Rigel Santorus, Silence. Deneb, Kizar, Betelgeuse, Silence. Et elle continua avec les 600 noms. Silence. Car ils étaient puissants là-haut, dans les étoiles, et leur mère, la Terre, était vieille. Ils s'épanouissaient sur une vaste étendue de 10 000 années-lumière, et la Terre nourricière n'avait plus de carburant. Ils avaient puisé le pétrole de ses sources les plus profondes, et le charbon de ses mines les plus enfouies. Ils avaient respiré son air, forgé son acier, et emporté ses vaisseaux. Et derrière eux, ils avaient peu de souvenirs. Aujourd'hui, la Terre n'avait ni argent, ni biens, ni commerce, ni flotte. Et les meilleurs de ces jeunes costauds s'en étaient allés depuis bien longtemps. Ceux qui étaient restés, c'étaient les infirmes, les boiteux, et ceux dont la vue était très mauvaise. Et maintenant, il n'y avait plus rien. Markab, Ashmar, Polaris, Personne n'était là. Personne, personne, et encore personne. Lars le Ranger se leva et secoua sa cape avec raideur. Il cala son casque de cérémonie au creux de son bras et s'avança solennellement jusqu'à l'estrade. Il s'inclina. D'après le rituel, il aurait pu annoncer à ce moment-là que les flottes étaient prêtes et fortes les armées, et qu'en tant que général de l'espace, il pouvait leur assurer à tous qu'il y avait la paix dans l'espace. Mais il fut soudain conscient de qui ils étaient, de l'état actuel des choses, et il ne dit rien. Il y avait Gréto, ancien magicien habile de la finance, assis, le menton sur la poitrine, dans un siège de conseiller. Et puis Smith, le vaillant guerrier d'il y a 500 ans. Il y avait Mankin, tout petit dans son habit de cérémonie, écrasé par les ans et le chagrin. Pendant un instant, l'image du staff joyeux des siècles passés tourbillonna autour de Lars, de jeunes hommes au cœur rempli de l'enivrante liqueur du danger. Autour de Lars tonnaient les ordres de mission de la Terre pour l'espace, pour les empires des systèmes, partout.
Et il vit alors qu'ils étaient 4 dans la pièce, plus les assistants, seuls sur un monde qui était presque mort. Il cassa gentiment le rituel. Il n'y a plus de flotte et les armées ont fondu. Il n'y a plus de fioul à brûler dans les maisons, encore moins dans les canons. Il n'y a plus ni nourriture ni fusil. Je ne peux me considérer ni considérer ce conseil comme maître de l'espace et de tout ce qu'il contient. Ils étaient tous venus ici avec le vague espoir que quelque chose allait changer. Et ça venait de se passer. Gretto se leva. Son corps, bien qu'abîmé, était encore assez impressionnant. Il y eut un moment de silence, puis Gretto se tourna vers l'estrade. Je peux faire le même rapport. Au cours des 15 dernières longues années, j'aurais presque pu dire la même chose. Et maintenant je l'admets, la Terre n'existe plus. Smith se leva pesamment. Il fronça les sourcils et serra son poing noir en regardant Lars. Nous avons nos flottes et nos armes. Et qui est venu ici, au cours de ces dernières décennies, pour savoir que nous n'avons pas de fourrage? Bah, c'est quelque chose que nous pouvons résoudre. Mankin se voûta un peu plus, ouvrit un tiroir et en sortit un comprimé qu'il avala. Tandis qu'il reposait son verre d'eau, il rôta poliment et les regarda, de l'un à l'autre, affolé, un peu terrifié. De son temps, il avait pu gérer des tas de choses. Il tripatouilla ses rapports, qui étaient tous les mêmes. Il disait que la population était âgée et les enfants peu nombreux, que la nourriture était rare et que l'hiver serait rude. Il s'éclaircit la gorge, il regarda Smith avec une lueur d'espoir. J'étais sur le point de suggérer que nous prenions des mesures pour déménager les quelques milliers de gens qui sont encore ici, vers quelques planètes où la nourriture et le carburant ne sont pas aussi chers. Mais j'espère qu'on peut me conseiller. Vous ne pouvez rien déménager. On ne pourrait rien transporter, parce que le carburant que nous avons n'emporterait pas plus de 20 vaisseaux hors de la surface de la Terre. Il se peut que la cause soit perdue, mais moi je ne le suis pas. La Terre ne peut plus tenir dans l'état où elle est. Ce que je propose, c'est qu'avec les crédits qui sont dus depuis longtemps, je force l'achat d'un équipement pour fabriquer une autre atmosphère et d'autres choses utiles. Des crédits? Qui parle de crédits? Si ce sujet est finalement à l'ordre du jour et que les besoins se font désespérer, je peux leur faire la promesse de quelques balles dans le ventre. Ont-ils besoin de savoir ce qui se passe? Le regard de Mankin allait de l'un à l'autre. Il était un peu rasséréné, car il se remettait à voir en ces hommes fabuleux autre chose que des compagnons de ses parties d'échecs décousues. Mais il n'avait pas grand besoin d'eux. Il se tourna vers Lars. Qu'en dit le général des armées et amiral de toutes les flottes? Lars le ranger posa son casque sur la table de l'assistant. Toute apparence de formalité le quitta, lorsqu'il prit une pipe de sa poche, la bourra, puis il alluma avec sa bague. Il regarda Mankin, puis Gretto. Ma flotte n'a pas descendu d'avion depuis si longtemps que j'ai carrément oublié combien nous avons laissé de charges de secours à bord. Aujourd'hui, je me suis promené dans les rues de cette ville et une illusion s'est emparée de moi. J'étais à nouveau le jeune homme qui revenait d'une mission de colonisation dans le système de Capella. Il y avait plein de monde sur les trottoirs et les terrasses impeccables brillaient devant moi, abondamment fleuries de roses. Dans la foule, je voyais des jeunes gens et jeunes filles aller et venir et pousser des cris stridents. Je savais combien la terre était superbe et forte. Puis l'illusion s'est dissipée. Les terrasses étaient craquelées. Les roses étaient devenues des buissons de ronces. Et une vieille femme gémissait à un coin de rue en demandant du pain. Au long d'une 50aine de pâtés de maison, je n'ai vu qu'un enfant. Et il était malade. Un homme, quand il est vieux, n'a plus que ses souvenirs. C'est la jeunesse qui fait des projets, qui s'aventure et qui réussit. Franchement, messieurs, je n'ai que peu d'espoir. Mais même si je sais
que je n'ai que quelques années. Je ne peux pas rester là, sachant que notre mère, la terre que j'ai servie au long de mon millier d'années, va mourir oubliée, sans que nul ne la pleure. Il resta là, à les regarder pendant un moment, tirant sur sa pipe, balançant une de ses bottes qui était vieille mais bien cirée, sans voir quiconque et tout à ses souvenirs. Smith se leva d'un bond. On est en train de rêver. Je ne m'y connais pas bien en rêve, mais j'exige qu'on me dise pourquoi notre ami désire mendier sa nourriture. Ne sommes-nous plus le gouvernement? Devons-nous faire les poubelles pour approvisionner nos expéditions et ramper dans des tas de fumier pour trouver des miettes de combustible? Le premier droit de tout gouvernement est d'imposer sa volonté au peuple. J'approuve totalement le fait d'envoyer une expédition. J'exige que l'on me permette d'en commander une section. Et mon souhait, si nous nous mettons d'accord sur cette affaire, c'est que tous les mandats et manifestes me soient confiés pour que cela devienne réalité. Monkin semblait nerveux, prit un autre comprimé et l'avala. Cela faisait 300 ans qu'aucune expédition d'importation conséquente n'avait été décidée dans cette salle. Toutes les grandes expéditions avaient maintenant lieu sur Centauri, où la nourriture, le combustible et les équipages abondaient. Le ton grandiloquent de Smith avait abattu Monkin. Il regarda Gretto, lequel était conscient des yeux qui le fixaient. Il frotta nerveusement ses pieds sur le sol. J'approuve cette expédition, même si j'ai peu d'espoir de la voir réussir. Car ça va être difficile de s'occuper du financement ici. Nos finances sont dans un état pas possible. Nos devises ne valent rien. Je suppose que 2 unités au moins, voire 4, vont être envoyées. Je souhaite me voir commander l'une d'elles. Mais la façon dont nous allons financer ces voyageurs au long cours, c'est quelque chose que je ne peux pas résoudre tout de suite. $1 terrestre ne vaut pas plus d'1 millième de centime sur Capella. Cela signifie qu'il nous faut assembler des millions. Ils aiment l'argent là-bas, dans ces systèmes. Imprimez-en, qui verra la différence. Et si vous devez commander l'une de ces unités, alors je vous conseille d'en imprimer beaucoup. Monkin toussa. Il les regarda tous les trois et il comprit que c'était à lui de prendre la décision. Au fond de lui, une petite flamme d'espoir commençait à s'allumer. À l'idée que la Terre puisse à nouveau prospérer, se livrer à des échanges commerciaux et professionnels, il en frémissait. Et la vitalité étrangement renouvelée dans la voix de Smith lui donna davantage d'assurance. Messieurs, vous me donnez du courage. À moins que l'un de vous n'ait une objection, je décrète que, si possible, 3 unités séparées soient dispatchées pour cette mission. Elles iront aussi loin que possible dans les empires de l'espace et des mondes extérieurs et reviendront avec les secours et nouvelles qu'elles auront chacune pu obtenir. Cette mission vaut la peine, même si vous ne reveniez avec rien de plus que quelques centaines de kilos de l'élément 176. Il doit y avoir un moyen, messieurs. Il doit y en avoir un. Je vais ordonner les préparatifs de 3 unités de destroyers et faire ce que je peux pour qu'elles soient fournies en carburant et en nourriture. Si telle est votre volonté, je prendrai le commandement de l'une d'elles et mettrai les 2 autres à la disposition de Smith et Gretto. Il fit volte-face et se dirigea vers la porte, puis se retourna. J'ai peine à croire, messieurs, que nous ayons enfin pris une décision vers un plan d'action énergique. Qui sait si nous ne réussirons pas? La porte de la salle du Grand Conseil se referma derrière lui. Les rumeurs se répandirent de toutes parts sur la planète, et l'espoir, accompagné de nombreux doutes, fit que les regards commencèrent à se tourner vers les cieux la nuit, où les étoiles scintillaient, jeunes et fortes qu'elles étaient.
Quelques systèmes radio consacrèrent leurs réserves d'ergue pour annoncer le départ de l'expédition. Plusieurs éditions à l'ancienne des journaux décapants de la Grande Europe eurent l'exclusivité des comptes rendus des divers explorateurs. On parla de Smith comme étant le commandant le plus susceptible de réussir, et ses vantardises à l'astroport avant qu'il ne décolle furent citées comme la pure vérité. Une semaine après le départ de Smith, on consacra énormément d'espace et de conversation au fabuleux Gréteau, dont la réputation en tant que financier avait été fondée 15 siècles auparavant sur l'exploitation de Capella. On avait négligé le fait que ses spéculations suivantes l'avaient rendu pauvre. On mettait tous les espoirs dans son aptitude à arnaquer les rois de la finance des grands empires. Et quand l'heure du départ vint pour Lars le Ranger, l'impact des nouvelles relatives à ses expéditions n'existait plus. À l'astroport, Lars n'avait pas grand-chose à dire. Personne n'interrogea les techniciens, et nul ne remarqua que Lars avait prudemment passé des semaines à vérifier son vaisseau et à sélectionner les membres de son équipage. Mais de vieux officiers vinrent et lui donnèrent l'un une carte, l'autre un tableau, un autre encore une poignée de balles. Et ceux des hommes qui avaient patrouillé au loin par le passé et qui savaient, étaient présents pour lui souhaiter bon voyage et bonne chance, vers les soleils mouvants, les comètes et les étoiles en fin de vie. Ils lui portèrent un toast, et Lars le Ranger partit. La Terre, s'en souvenant à peine, attendit en crevant de faim. L'hiver arriva. Les plaines et les monts restaient rouges. L'air raréfié gémissait, amèrement froid le long des tours et des bâtiments du gouvernement. Des traînées de sable se déplaçaient sur les plaques carbonisées du terrain de décollage. Puis vinrent le printemps et l'été qui repartirent, jusqu'à ce qu'un autre hiver, poussiéreux et glacial, ne s'installe sur le sein de la Terre. Et c'est par un matin brumeux que le Merci, vaisseau qui avait emporté Gréteau et qui était maintenant déglingué et rouillé, vint se poser sur le terrain d'atterrissage du gouvernement. Au moment même où on l'aperçut, chacun pensa à son rang et joua des coudes aux portes de la salle du Grand Conseil, afin de lui souhaiter la bienvenue. Mais celui qui avançait vers les grandes portes noires n'était pas le financier calme et rusé. Gréteau boitillait, usé et voûté, et ses vêtements de spationaute étaient en piteux état. La faim et les cruelles difficultés que l'on rencontre dans l'espace l'avaient épuisé. Il n'eut pas besoin de se frayer un chemin à travers la foule. Son apparence à elle seule suffit à les faire reculer. Les portes s'ouvrirent devant lui et il entra. Mankin s'apprêtait à monter sur l'estrade, comme le voulait le rituel, lorsqu'il vit Gréteau. Il s'arrêta. Des larmes de compassion lui vinrent aux yeux. Il s'avança, les bras ouverts. « Ah, mon ami, mon vieil ami. » Et il s'empressa de le faire asseoir et de lui apporter du vin. Où sont vos officiers, votre équipage? Gréteau n'avait pas besoin de répondre. Le regard rivé au sol, il retourna sa main et la laissa tomber. De faim, quand nous n'avons plus eu à manger. Et de maladie pour laquelle nous n'avions aucun médicament. J'ai honte, Mankin. J'ai honte d'être ici. Mankin s'assit sur un petit tabouret et posa ses mains sur ses genoux. Je suis certain que vous avez fait ce que vous pouviez, Gréteau. Vous n'imaginez pas à quel point je suis désolé. Peut-être que ça ne va pas si bien que ça chez eux. Gréteau secoua la tête soudain en colère. Il la releva et son visage était celui d'un homme épuisé et affamé. Il leva les yeux vers le plafond comme pour lancer un regard furieux vers les étoiles invisibles. Oh, les choses ne vont pas mal du tout là-haut. Ils sont gras, ils sont riches. Il saisit la main de Mankin. Ils nous haïssent. Ils nous haïssent à cause des règles et des mandats que nous leur avons imposés, à cause des impôts que nous avons levés par le passé, à cause des guerres que nous avons déclarées, à cause des siècles pendant lesquels nous avons déprécié leur devise pour relever la valeur des nôtres. Quand je suis arrivé, Plutéron de l'empire d'Alpha Draconis s'est moqué de moi. Il riait comme un hystérique. Il riait toujours quand je suis reparti.
Et c'était un rire sans joie. Ce n'était que de la satisfaction. Ils nous haïssent, Mankin. Nous n'obtiendrons rien d'eux. Rien. Sitara de Betelgeuse a organisé une collecte auprès de ses officiers de sa cour pour mettre une couronne mortuaire en orbite autour de notre soleil après notre départ. Je n'ai rencontré que rire et mépris. Il resta assis là pendant un moment, le menton sur la poitrine. Mankin, aidez-moi à rentrer chez moi. J'ai peur de ne plus avoir longtemps à vivre. Mais ce fut le retour de Smith qui répandit les ténèbres et la tristesse dans le monde entier. Car Smith n'était ni affamé, ni épuisé. La haine l'enveloppait, telle une sombre aura au travers de laquelle se frayait le tonnerre de sa voix. Il était là, debout, les jambes écartées au milieu de l'astroport. Et à tous ceux qui venaient vers lui, il débêtait une telle tirade au sujet de l'ingratitude des enfants de l'espace que le monde entier passa du choc à une rage sans espoir. Il avait parcouru de grandes distances dans l'espace, s'arrêtant partout où ça lui paraissait opportun. Et partout où il était allé, il avait rencontré violence et suspicion. À plusieurs reprises, il avait croisé l'itinéraire de Gréto. Il parla du plan de Gréto pour stabiliser les devises partout dans l'espace, avec la Terre comme banque centrale, et de la brutalité avec laquelle le programme, qui était réaliste, avait été rejeté partout. Il mentionna comment Gréto avait tenté d'emprunter un montant suffisant pour réhabiliter la Terre et des intérêts astronomiques qui avaient été promis, et de la façon dont les gouvernements que Gréto avait contactés l'avaient attaqué, lui, au sujet du plan, lorsqu'il était arrivé. Mais cela n'était pas l'essentiel de l'amertume de Smith. Il leur parla des flottes de l'espace équipées d'armes, plus mortelles que celles que la Terre ait jamais connues. Je voudrais des nouvelles de Lars le Ranger. Si vous avez croisé Gréto, vous avez certainement des nouvelles de Lars. Oui, j'ai des nouvelles de Lars. Il était allé à 3 endroits avant que je n'y arrive. Il n'avait rien dit et rien fait. Le vieil officier semblait incrédule. Général, je n'appartiens pas à votre branche de service et je ne discuterai pas avec vous. Mais il me semble que vous jouez négligemment avec la réputation de quelqu'un qui, s'il le demande, peut avoir audience partout où il va. Smith était stupéfait. Oui, bien sûr. Il a eu des audiences. Mais on lui a rien donné. Ça, je le sais. Mankin était intéressé. Il ne vous a rien appris? Tout ce que je sais, c'est que lorsque j'ai parlé après lui, l'ambiance était froide. Mes requêtes ont été refusées. Mes demandes accueillies par des rires. J'ai été personnellement insulté. Je ne sais pas grand-chose à ce sujet, mais je peux vous dire avec certitude que vous n'avez rien à attendre de Lars le Ranger. Et pendant plus de 2 mois, la campagne de Smith fit rage, mais faiblement aux 4 coins de la Terre, aride et usée. Là où il avait recruté, il n'y avait pas d'armée. Là où il avait bâti, on ne voyait qu'un dépotoir. Les efforts décroissants des techniciens et bactériologistes s'arrêtèrent. La Terre tomba une fois de plus en apathie. Et la nuit, les hommes ne regardaient plus avec espoir vers les étoiles. Au premier jour du printemps, des murmures de rapport arrivèrent de l'astroport, et des gens s'y rendirent. Et surpris, ils trouvèrent un destroyer dont la coque brillante avait été soigneusement réparée et dont l'équipage était tout prêt, tandis que leur commandant débarquait. Lars! Et à ce cri, plusieurs hommes quittèrent la foule, coururent sur le terrain et formèrent un groupe autour du nouveau venu. Mais la plupart des autres s'en allèrent. 2 expéditions étaient revenues. Le rêve n'existait plus, et l'espoir était mort. Quelles sont les nouvelles? Lars haussa les épaules d'un air fatigué. Il avait vieilli durant son voyage. Il y en a peu, mon ami.
Là-haut, leurs plus grandes préoccupations, ce sont leurs affaires. Mais j'ai au moins ramené quelques packs de nourriture. Lars, vous avez été absent très longtemps. Que sont devenus Greto et Smith? Ils sont revenus tous les deux. Greto, j'en ai bien peur, est proche de la mort. Il a été plus affecté par les insultes que par la maladie. Smith a perdu la raison pendant quelque temps et maintenant, il erre dans la campagne, ne parle à personne et ne se nourrit que de ce qu'on lui donne. C'est un homme vaincu, Lars. Cette expédition n'a pas eu de chance. Il aurait mieux valu que nous mourions en conservant notre dignité, plutôt que d'avoir mendié des miettes et d'avoir fait rire les idiots. De même que le fer a dévoré notre ère, cette expédition a drainé les dernières étincelles de vitalité des deux hommes qui sont partis avant vous. C'était sous une mauvaise étoile, Lars. Lars s'apprêtait à parler, mais Mankin leva la main. Non, ne me dites rien. Vous avez ramené vos hommes et ramené votre vaisseau. Peut-être avez-vous mendié un peu de carburant. Peut-être avez-vous ramené un peu de nourriture. Mais vous n'avez rien qui puisse sauver la Terre. Ça, je le sais. Lars secoua lentement la tête. Vous avez raison, Mankin. Je n'ai rien ramené. Je ne m'attendais pas à recevoir quoi que ce soit puisque je n'ai pas mendié. Je n'ai pas menacé. À certains endroits, on m'a parlé du programme de Greto. Il le détestait parce qu'il détestait le contrôle financier que la Terre, autant de sa puissance, a exercé sur les empires extérieurs. Dans l'immensité de l'espace, il n'est pas un homme qui donnerait la moindre petite pièce pour sauver un seul enfant sur Terre si cela signifiait le retour de la tyrannie financière que nous avons exercée par le passé. Ça, je le sais. Nous espérions trop de choses. Et Lars secoua la tête à nouveau. Non, Mankin. Nous n'avons pas demandé trop. Peut-être ai-je échoué, peut-être pas. Je n'en sais rien. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Mankin ne voulait pas se remettre à espérer. Que leur avez-vous dit qui vous fait oser espérer qu'ils nous aideront peut-être? Je ne leur ai pas dit grand-chose. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'était comment gagner leur bonne volonté. Et j'ai immédiatement vu que ça ne pourrait être ni acheté, ni mendié. J'ai bien peur, Mankin, d'avoir pris du bon temps à vos frais. Ceci choqua l'ancien président qui bondit. Vous avez intérêt à m'expliquer ça, Lars. J'ai dîné avec eux. J'ai vu leur flotte et admiré leurs danseuses. J'ai regardé leurs récoltes et on m'a montré les lieux des anciennes batailles. Et je leur ai raconté des histoires. Et ça, alors qu'ils s'en souvenaient, a ramené de nombreux contes à leur mémoire. Je n'ai rien demandé, Mankin. Je ne m'attendais à rien. Et maintenant, je n'espère rien. Je suis désolé, c'est le seul rapport que je peux vous faire. Vous feriez mieux de partir. Pendant un mois, Lars, quasiment exclu, vécut dans la cour de la flotte, à l'intérieur du destroyer aménagé. Il y recevait de vieux compagnons de voyage, donnait des cadeaux venus de son stock frugal, mais on ne lui parlait pas dans les rues. Il n'entendait que les propos condamnant l'homme qui n'avait même pas essayé. Puis un matin, la ville fut secouée par un rugissement terrible. Et certain que c'était la vengeance en retour à cause des expéditions, la populace tomba du lit et vit 6 énormes sphères étincelantes sur la piste d'atterrissage de l'astroport. Elles étaient bien plus grosses que tout autre véhicule spatial jamais vu sur Terre. Des hommes, jeunes et bien portants, en dégringolaient en riant. Ils se mirent à décharger les équipements. Nul n'osait s'adresser aux nouveaux venus. Les habitants de la capitale, certains qu'ils allaient être réduits en esclavage, prirent avec eux le peu de nourriture qu'ils avaient et commencèrent à sortir par la porte la plus éloignée. Un message radio venu d'Asie leur apprit que 14 énormes vaisseaux non identifiés avaient fait atterrir des troupes. La Grande Europe signala qu'ils étaient assiégés, mais qu'aucun acte hostile n'avait eu lieu et que tout était fait pour évacuer la population avant les bombardements. Mankin, sur son estrade, fut terrorisé lorsqu'il reçut les rapports. Il rassembla les gens de son cabinet. Il est à noter qu'il omit Lars et qu'il passa 6 heures effrayé à discuter au cours d'un piètre débat
des mesures à prendre sur la défense. Il n'y eut aucune visite des forces ennemies et il pensa finalement qu'il valait mieux se rendre avant de perdre des vies. Quand son staff et lui quittèrent le palais et se mirent en marche, ils virent que 19 autres vaisseaux avaient atterri dans la plaine qui se trouvait hors de la ville et qu'un campement était en train d'être rapidement construit. Il rencontra 4 jeunes officiers tapageurs, chacun originaire d'un empire différent, tous en tenue de travail. Le premier, frappé par la dignité du président et des membres du cabinet, et les reconnaissant comme des autorités, s'adressa à ses amis et envoya l'un d'eux vers une des sphères les plus proches. Mankin prit son courage à 2 mains, car il n'avait jamais envisagé le jour où il devrait voir la Terre se rendre à des attaquants. Toutefois, voyant maintenant qu'on n'y pouvait rien, la seule chose à faire était de se livrer avec dignité. Il était toutefois stupéfait de l'attitude courtoise des jeunes officiers. Ces derniers ne lui adressèrent pas la parole, mais attendaient respectueusement un signe venu du grand vaisseau spatial. Et un moment plus tard, un grand homme d'âge mûr se dirigea vers la groupe, enfilant à la hâte un manteau d'uniforme et ajustant ses épaulettes. Il s'arrêta à 5 pas de Mankin et identifia la décoration qu'il portait à la poitrine, ainsi que la robe traditionnelle de sa fonction. Et il parla. Vous êtes le président Mankin? Mankin se raidit et répondit « Oui, à qui ai-je l'honneur? Je suis le général Collinsby. Avec un rapide salut militaire, il tendit la main. Monsieur, c'est un honneur de vous rencontrer. Je vous prie de m'excuser de vous avoir obligé à venir à l'astroport. J'ai honte de ma discourtoisie, ne pas être venu moi-même. Vous voir immédiatement. Toutefois, le commandement a ses responsabilités et comme ces troupes-là sont des forces de ravitaillement, nous avons eu pas mal de difficultés à établir des dépôts et à disséminer nos diverses flottes sur toute la surface de la Terre. Excusez-moi, monsieur, mais par Jupiter, votre air est raréfié ici. Ma tension artérielle doit être au plus bas. Mais permettez-moi de vous inviter dans ma cabine qui est plus confortable. Nous pourrons y parler à l'aise. Mankin redressa les épaules. Monsieur, je vous remercie pour votre courtoisie. Ce que je peux dire, c'est que j'espère que vous observerez les divers usages de guerre et que vous traiterez vos prisonniers avec humanité, en occasionnant aussi peu de souffrance que possible. Le général Collinsby sembla surpris puis embarrassé. En lisant sur son visage, on pouvait voir clairement qu'il n'avait aucune idée de ce que voulaient dire les déclarations de Mankin. Mon cher monsieur, je ne vous comprends pas. Mon gouverneur Vox Perius ne vous est-il pas contacté au sujet de notre arrivée? Général, les faisceaux ionisés de communication entre la Terre et ses anciennes colonies ont été coupés depuis plus de 70 ans. J'ai bien peur que nous n'ayons pas eu suffisamment d'énergie ni de nécessité pour continuer à les faire fonctionner. Collinsby regardait son staff avec des yeux ronds en se demandant ce qui se passait, puis il regarda Mankin. Il regarda aussi au-delà du groupe avec lequel il se trouvait et son visage s'éclaira. Peut-être ce monsieur peut-il nous expliquer ce qui se passe? Mankin se retourna et vit Lars le ranger qui approchait avec un groupe d'officiers. Collinsby saisit vivement Lars par le bras. Mon cher ami, voudriez-vous bien porter à la connaissance de votre président ce qui se passe réellement? Par Jupiter, j'y avais pas pensé, mais ceci ressemble certainement à une invasion. Et j'ai honte de tout ça, Lars. J'ai vraiment honte. Quelle panique nous avons dû causer. Mais j'étais certain que mon gouvernement et les autres avaient contacté la Terre. Vous ne le saviez pas, Lars? Mankin était perplexe. Pour la première fois, il regarda réellement ce qui se passait dans le campement. Et il vit que l'on déchargeait d'énormes machines. Il vit que certaines étaient déjà en cours d'utilisation. On voyait des rayons qui bougeaient dans les plaines et à chaque endroit qui était touché, des bouffées de fumée s'élevaient. D'autres machines creusaient le sol et envoyaient en l'air des gerbes de gaz d'échappement. Mankin réalisa soudain qu'il s'agissait sans doute de machines à oxygénation qui injectaient de la chaleur sous l'écorce terrestre. Il se sentit tout à coup défaillir. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait, ni à espérer. Lars se tourna vers lui. Je ne pouvais rien vous dire. Je ne pouvais rien vous promettre. Et en vérité, je n'ai rien fait. Collinsby l'interrompit tout net. Non, il n'a rien fait. Il est venu et nous a chanté de vieilles ballades et nous a conté les histoires des héros de la Terre.
Il nous a rappelé l'héritage que nous avons derrière nous et ce que nous devons à notre planète d'origine. Elle a perdu son sang pour nous. Il nous a fait voir l'océan tranquille et les vertes collines où ont vécu nos pères. Puis, haussant les épaules, il nous a dit que tout ça n'existait plus. Et il est parti. Il a parcouru tout l'espace et a raconté partout ses histoires. Et dans tous les empires, les enfants ont préparé des expéditions. Les scientifiques se sont mis au travail pour établir ce qui devait être fait. Voilà, président Mankin, maintenant. Vous voyez certainement comment ça s'est passé. Après tout, la Terre est la mère de toutes les étoiles. Et quelque part, dans le cœur de chacun des hommes de ces empires, il y a des sentiments pour l'endroit où est née sa race. Car nos histoires sont pleines de la planète Terre et tous nos contes, tous nos grands triomphes parlent d'elle. Alors, allons-nous la laisser mourir ? Donc nous sommes venus en force combinée pour que les vieilles landes soient vertes à nouveau, pour remplacer les océans, reconstruire l'atmosphère, pour faire couler les rivières, mettre des poissons dans les torrents et du gibier dans les collines. Nous allons faire de cet endroit un sanctuaire aussi parfait et plein de vie qu'il l'a été, où les conseils, qui incluent tous les empires, pourront arbitrer les disputes de l'espace. Ici, nous pourrons nous rencontrer sur le terrain commun de nos origines, et dans l'auréole de sa grandeur, trouver la solution à nos problèmes. Car au fil du temps, les problèmes et les réponses changent très peu, et les questions fondamentales ont été posées et ont reçu leurs réponses auparavant sur la Terre. Et ça recommencera. Mais venez, nous avons moins d'une semaine pour réparer tout ça. Il se tourna vers Lars. Nous sommes à une semaine du 4 juillet, n'est-ce pas? Et c'était l'anniversaire du lancement de la première expédition de la Terre vers la Lune, pas vrai? Venez dans mon vaisseau boire quelque chose. Il y aura bien assez de temps pour rester au soleil quand tous ces champs seront verts. Ils regardèrent Lars, qui leur souriait. Mankin avala la boule d'émotion qu'il avait dans la gorge. Lars, pourquoi n'avez-vous pas dit que vous aviez sauvé la Terre avec une chanson ?